Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. À la une de ce journal, une vague inédite de violence contre les forces de l'ordre au Cameroun. Des cas d'affrontements entre citoyens et policiers se multiplient sur le territoire national. Les mises en garde du gouvernement ne suffisent pas à dissuader les populations. Qu'est-ce qui explique cette crise de confiance qui s'aggrave un peu plus? Explications et sanctions pénales prévues dans le 20h. Une confusion qui rappelle les luttes d'influence pour le contrôle des chefferies traditionnelles au Cameroun. Récemment destitué, le chef de 3e degré de Diban dans le Nyon-Ekele est de nouveau porté à son trône. La décision initialement prise par l'autorité préfectorale avait suscité de vives contestations des notables. Comment en est-on arrivé là? Explication dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, d'abord ce drame sur la route de Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun. Un tragique accident de la circulation fait 1 mort et 2 blessés graves au lieu-dit entre Chefferie à Bafou. Les victimes à bord d'une moto ont été violemment percutées par un bus transportant les joueurs de l'équipe Polytech de Penka Michel. Il faut donc préciser également que les joueurs revenaient d'une rencontre de championnat régional de l'Ouest disputée au CNAGES de Tchang. Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital du district de Tchang, de même que les blessés transférés dans la même formation sanitaire. L'excès de vitesse est remis en cause. Écoutons à présent quelques témoins de la scène au micro d'Equinox Télévision. Les gens de l'autre côté sentirent une forte bruit. Avant d'arriver sur le lieu, ils retrouvent 1 mort et 2 blessés graves. Lors d'un accident, une collision entre une coaster et une centre de formation de football. Alors. Mais sinon, ici à l'entrée de Chefferie, toute voiture qui quitte doit connaître que ça, c'est une entrée, une sortie, doit ralentir. Parce que la lune n'est pas tellement bien pour cette entrée. C'est une entrée qu'on a survécu des accidents comme ça maintes fois. Parce que la lune, quand une voiture libère en haut, il ne regarde ni derrière ni devant. Donc c'est tout ce qu'il faut arriver, c'est ce qu'on nous voit là. Donc le Bensinet traversait sans regarder. Il y a entrée, il y a une 12e. Il doit avoir une vitesse bas pour ralentir parce que c'est une entrée où ce n'est pas tellement trop signalé et il y a des sorties bizarres là-bas. Tu ne dois pas libérer la voiture comme si c'était une axe lourde, comme de tu libères. Tous ceux qui sont de passage ici doivent tenir compte que c'est un carrefour, que toute personne qui vient de Tchang ou de Baosang doit ralentir à chaque carrefour. Il y a une 12e et entrée sur Bafou. Tous les accidents qu'on a déjà eu à vécu ici sont des accidents mortels et très mortels. Donc nous devons vraiment prendre des dispositions pour tous ceux qui conduisent une voiture ou une moto, qu'à chaque entrée ou à chaque carrefour, on doit prendre vraiment minutieusement du temps pour pouvoir bien traverser le carrefour et en présent qu'on doit être très prudent. Vraiment une dos au niveau de l'ancien chef Bafou et en 12 ans. Parce que vraiment les accidents qui se produisent souvent là-bas sont des accidents très mortels. Et au lendemain de l'accident qui a coûté la vie à 15 personnes et fait plusieurs blessés à Garoua-Boulaye dans la région de l'Est, Touristique Voyage écope d'1 mois de suspension. L'agence de voyage, par voie d'un communiqué, dit se conformer à la décision du gouvernement. Les responsables annoncent de ce fait la suspension de ses activités dès minuit. Dani Warenzede et Pierre Lavette-Duromban. Des voix se lèvent pour appeler à la reconsidération de la décision du ministre des Transports après la suspension à titre conservatoire de Touristique Express Voyage pour une période d'1 mois renouvelable. La décision a été prise après un accident de la circulation survenu le 9 mai dernier dans une des localités de Garoua-Boulaye. Une décision disproportionnée selon Yaya Bello, homme politique. La suspension de l'entreprise touristique SA d'une durée d'1 mois nous semble être une décision disproportionnée. Certes, l'État est dans son rôle en tant que régulateur de prendre pareille mesure pour assurer la sécurité des voyageurs. Mais de là à suspendre l'entreprise touristique SA d'une durée d'1 mois éventuellement renouvelable, nous la trouvons particulièrement sévère et même disproportionnée. Au-delà des opinions, il y a la sécurité des voyageurs.
Il faut rappeler pour préciser que des conséquences énormes se présentent. C'est plus de 70% du transport de personnes de la partie méridionale vers la partie septentrionale. Un rôle social fort. Maintenant, avec sa suspension, des conséquences énormes se présentent parce que le ministre, le gouvernement n'a pas pensé à des mesures palliatives parce qu'on va se poser la question de savoir comment les Camerounais vont faire désormais pour voyager sereinement de ce côté, étant entendu que Touristique est l'entreprise, comme je le disais, qui gère 70% du transport des personnes de la partie septentrionale vers la partie méridionale et vice-versa. Inévitablement, pour certains analystes, la situation de cette suspension entraînera, dans les déplacements des populations du nord vers le sud et du sud vers le nord, des conséquences énormes. Il faut pour ça trouver des solutions idoines pour la mobilité et la protection des populations. Avec cette suspension, c'est le transport, selon des sources, de plus de 2 millions de passagers qui seront affectés. Pour cette agence de voyage, le contrôle de la plus grande part de marché sur le segment nord-sud et sud-nord. Des centaines de commerçants du marché de la gare de Newbel plongés dans le désarroi et la détresse, des pertes considérables suite au casse d'hier de leur comptoir se chiffre en millions de francs CFA. Le site a aussitôt été transformé en un terrain de chasse au trésor pour les ferrailleurs. La mairie de Douala 2e envisage dans un proche avenir la construction d'un marché moderne. Kevin Thiogo et Cédric Chona, reportage. Le site a tous les denrées de marée. Les engins de la mairie de Douala 2e ont été sans pitié pour les commerçants qui, jusqu'à hier matin, encore étaient présents et occupaient les différents stands sur cette place de marché qui se situe entre la prison centrale de Newbel et le lycée de Newbel. C'est à 6h30 qu'on nous appelle pour nous informer que la mairie est sur le terrain. Bon, on ne pouvait pas faire l'impossible parce que je sors loin de Japomapou ici. Bon, le temps de partir de Japomapou ici. La matinée d'hier jeudi a été fatidique pour ces commerçants qui ont ainsi vu leur magasin, leur boutique complètement rasée après plusieurs annonces faites antérieurement par la mairie de Douala 2e. Et finalement, ces sommations ont été mises à exécution hier. Le site a été envahi par les engins de la mairie de Douala 2e. Comme vous pouvez encore le constater derrière nous, l'action se poursuit jusqu'à ce moment. C'est bien vrai qu'on nous a prévenu bien longtemps. Mais avant de venir casser hier, pas de sommation. Même de 24, rien. Engin seulement et puis casse. Comme vous voyez, nous avons perdu énormément de marchandises. Nous qui faisons de la parfumerie, toute la marchandise est incarcérée là en bas. Présentement, je ne peux même plus connaître à l'instant l'endroit précis où était située la boutique. Sur le visage des commerçants, c'est la désolation qui se lit car ils ne savent plus à quel sens se vouer. Nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de pleurer les hommes, les pertes de marchandises que nous avons là-bas. On ne sait pas comment faire. Madame le maire nous avait promis qu'elle devait chercher un site pour nous caser. Avant de casser, bon, nous sommes surpris qu'elle casse avant de trouver le site. On n'est même pas sûr si déjà elle pourra le faire. Sur le site, des jeunes remuant ça et là, les uns à la recherche de la ferraille. Pour d'autres, c'est les planches qui les occupent. Ces planches et ferrailles qui seront par la suite revendues pour pouvoir se faire un peu de sous et de quoi vivre pendant quelques jours. Nous sommes en train de creuser certaines ferrailles pour pouvoir vendre et avoir de quoi manger. Donc comme on a su qu'on avait cassé ici, donc nous sommes venus ici pour chercher de quoi manger au fait. Pour ce qui est de l'avenir, c'est un marché moderne qui sera érigé en ces lieux, comme l'a annoncé l'exécutif municipal à la mairie de Douala 2e. La doléance des occupants ici est de voir les travaux accélérés afin de leur permettre de regagner dans les tout prochains mois cet espace marchand et de renouer avec les activités qui leur permettent d'avoir eux aussi leur pain quotidien. Sur le site de cette razzia, pour Equinox Télévision, nous sommes Kevin Thiogo et Cédric Chuna.
Et je vous le disais en titre, la multiplication des actes de violence sur les fonctionnaires de police inquiète de plus en plus au Cameroun. Pour des hommes de loi, ces voies de fait sont condamnables et passibles à des peines d'emprisonnement pouvant aller à 1 mois de prison ou encore des amendes de 500 000 francs CFA selon la gravité de l'infraction. Innocent Abega, Jiré Sioupa et Julien Berthe-Bissaï. L'affaire du jeune footballeur qui a brutalisé un policier dans l'enceinte du lycée général Leclerc de Yaoundé remet au goût du jour la récurrence des actes de violence des civils sur des hommes en tenue depuis un certain temps. Pour les hommes de droit, d'après le code pénal camerounais, ces voies de fait sur fonctionnaires sont condamnables et passibles d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 10 ans de prison et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs CFA selon la gravité de l'infraction. Que celui qui commet des violences ou des voies de fait à l'égard d'un fonctionnaire tombe sous le coup de l'infraction de violence à fonctionnaire qui est puni d'1 mois à 3 ans de prison et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs. Maintenant, si les violences ont été préméditées ou ont causé, même non intentionnellement, des blessures graves ou simples à l'égard du fonctionnaire, il faut savoir qu'on est puni d'une peine de prison de 5 à 10 ans. Il y a aussi un autre cas de figure, si les violences ou les voies de fait causées ont donné non intentionnellement la mort du fonctionnaire en question, la peine encourue est la prison à vie. Pour les spécialistes du droit administratif, la condamnation de ces voies de fait sur fonctionnaires dans le code pénal fonde toute sa raison d'être dans l'incarnation de la puissance publique de l'État, reconnue aux hommes en tenue. Vous savez, les hommes en tenue portent en eux ce qu'on appelle la puissance publique de l'État. C'est-à-dire qu'ils portent en eux les armoiries de l'État, les attributs de l'État. Ce qui fait de sorte que si un homme en tenue pose un acte et que vous estimez que l'acte a attenté à votre honneur ou à votre dignité, il y a les procédures. C'est-à-dire que qui voudrait que vous saisissez soit son supérieur hiérarchique, soit vous saisissez les instances compétentes pour qu'il en soit jugé pour les actes qu'il a posés. Si aujourd'hui, les fonctionnaires de police et autres hommes en tenue ont perdu le respect des citoyens, la faute à l'État révèle l'enseignant de droit. On constate donc cette montée en puissance de l'incivisme tout simplement parce qu'on a l'impression que l'État est ailleurs et que les gens ont perdu les valeurs, le sens même irréfutable du respect de la République. Parce que vous voyez, une fois qu'un agent de police porte les attributs de l'État, le mettre par exemple au sol, c'est que vous avez mis au sol l'État du Cameroun. Détenu au commissariat central numéro 1 de Yaoundé depuis quelques jours, est bien conscient de la prison qui le guette et les amendes sur sa tête. Frédéric Koloto a déjà présenté ses excuses pour son acte regrettable, demandant surtout pardon au chef de l'État Paul Biya, au délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele, au ministre Paula Tangandi de l'administration territoriale, au président de la FECAFOOT Samuel Eto'o-Fils et à tout le peuple camerounais pour son acte préjudiciable à un fonctionnaire de police. Jurant la main sur le cœur de ne plus jamais agir de la sorte, le jeune sportif de 18 ans s'engage à réaliser un travail d'intérêt général. Sensibiliser ses compatriotes au respect de nos forces de maintien de l'ordre et surtout servir le drapeau à l'exemple de la police camerounaise. En rappel, c'est la semaine dernière que le sociétaire du mythique Dragon Club de Yaoundé avait violenté un policier dans l'enceinte du lycée Leclerc où se déroulaient les épreuves sportives de l'examen probatoire. Entré par effraction, le policier avait sommé ce dernier de vider les lieux. L'infortuné avait refusé d'obtempérer, proférant s'en prendre physiquement à l'homme en tenue. Et toujours dans ce chapitre de violation des droits humains au Cameroun, un journaliste interpellé puis relâché dans des circonstances troubles à Yaoundé, Patrice Sapak, puisqu'il s'agit de lui, a passé plus de 10 heures en détention à la brigade de gendarmerie de Vannes dans la nuit de dimanche à lundi. Les gendarmes l'accusent d'outrage à la famille présidentielle à bord d'un taxi. Le journaliste dénonce plutôt des manœuvres d'intimidation de certaines forces vives de la région de l'Est Cameroun. Marcelin Gansop et Emmanuel Job. Quelques jours après ce qu'il qualifie d'enlèvement savamment orchestré, Patrick Sapar n'en revient pas toujours. Lui qui pensait avoir pris un taxi pour le quartier Biemassi va se retrouver dans de sales draps. Une fois que je suis dans le taxi, il y a 3 dames que je trouve à l'intérieur. Je ne sais pas, c'est plus tard que je le saurai, qu'elles sont des gendarmettes en civil. Après 500 mètres,
environ, une des dames me demande où sont les autres. Et c'est là où je sens une gifle sur l'oreille gauche. Quand je réagis, elle me présente un badge. Elle me dit qu'elle est gendarmette et les autres présentent aussi les leurs. Une fois à la brigade de gendarmerie de Mvan, Patrick Sapar est ahuri d'apprendre qu'il a outragé la famille présidentielle. Pendant qu'on est dedans, ils ont commencé à me torturer, me tancer et ils me disent donc qu'il y a outrage à chef d'État et que j'ai proféré des injures contre le chef d'État, sa femme et leurs enfants. Il n'y a aucune plainte à la gendarmerie. Nous sommes dimanche et le chef de l'État a-t-il porté plainte? Non. Est-ce qu'il y a une plainte qui leur impose justement l'orientation pour me garder à la gendarmerie? Non. Patrick Sapak et Chantal Roger Tuilé, venus en renfort, voient à travers cet enlèvement des manœuvres d'intimidation orchestrées par certaines élites de la région de l'Est, lesquelles sont depuis quelque temps sous le feu nourri de leurs critiques à travers les Verts de l'Est. On a prétendu que Patrick Sapak et moi-même avons insulté le chef d'État. Jamais. Nous disons de Paul Biya ce que nous voulons et Biya n'a jamais porté plainte à personne. Fondamentalement, incontestablement, il s'agit de l'éveil de l'Est qu'il faut faire taire. Voyez-vous, tous ceux de l'Est qu'on a nommés aux affaires sont généralement médiocres. Je rappelle que l'éveil de l'Est, c'est une plateforme que Roger Chantal Tuilé et moi-même avons créée pour sensibiliser les nôtres sur la situation du développement à l'Est. C'est la région la plus riche du Cameroun. Où est l'Est aujourd'hui? Elle est en arrière. Si Patrick Sapar a été libéré sur injonction de certaines autorités, il n'entend cependant pas reculer face à cette tentative de musellement qui n'est pas sans rappeler la rocambolaise affaire Martinez-Zogo. Et nous allons mettre, qu'ils le veuillent ou non, les ministres de l'Est, ils doivent être sur la place publique parce qu'ils ont la caution politique. Ils ont des charges qu'ils doivent exécuter au niveau des populations. Alors allez donc à l'Est, vous allez constater que c'est du grand n'importe quoi. Et il est hors de question que la situation reste en l'état. C'est pour ça que nous sommes déterminés, engagés à aller jusqu'au bout. Patrick Sapak se réserve le droit de porter plainte pour arrestation, torture et détention illégale. Nous parlons santé à présent dans ce journal. Ils interviennent pourtant en première ligne dans la prise en charge des malades au Cameroun. Les infirmiers et infirmières sont cependant confrontés à plusieurs difficultés qui plombent leurs activités, comme le mauvais traitement salarial. À l'occasion de cette journée internationale à eux dédiée, ils adressent un plaidoyer au pouvoir public. Voici le reportage de Théophile Tchunke, Ureshine Gonomala. Ce sont les soldats de première ligne dans la prise en charge des malades. Infirmiers et infirmières, ce personnel de santé se déploie au quotidien pour sauver des vies dans les formations hospitalières au centre de santé dans les zones périphériques. En fait, il s'agit de prendre déjà des paramètres, d'analyser la situation. Le patient qui est devant nous, il s'agit déjà pour nous de connaître quels sont ses besoins, d'analyser ensuite ces besoins au vu des besoins qui sont recensés. Il est question maintenant de données qui seront recueillies parce qu'on va recueillir, il y a un recueil de données, on va évaluer ces données, élaborer un diagnostic. Après, il y a une évaluation et une analyse qui va être faite à la fin et ensuite un imagement. Toutefois, ce corps de la médecine au Cameroun n'est pas épanoui en raison des difficultés d'ordre socio-professionnel. Ils ont des salaires de 30 000, vous croyez, 30 000, 20 000, 50 000 quand tu as la licence. Et peut-être quand vous êtes plus recruté dans une structure où il y a de haute classe, on peut te donner 80 000. Vous voyez, ça devient plus difficile. Au cours de la journée internationale dédiée à ce corps de la médecine, infirmiers et infirmières adressent un plaidoyer au pouvoir public. Donc nous souhaitons que la formation en elle-même déjà soit harmonisée, que le profil des carrières également soit revalorisé et aussi remettre même l'éthique, l'humanisation des soins dans la pratique. Chaque année, l'État du Cameroun forme des milliers d'infirmiers. Cependant, peu sont recrutés dans la fonction publique. Le reste contraint à la débrouillardise ou à l'immigration parfois clandestine. Et entre stress, heures supplémentaires, le métier d'infirmière est très souvent sous-coté. Elles sont souvent la proie de leurs passions, même des familles. Leur quotidien est loin d'être un long fleuve tranquille. Nos reporters Jiré Siopa et Sedingding vous proposent de passer quelques temps dans le quotidien d'une femme en tunique blanche. Reportage. Elle pourrait avoir l'air d'une Madame Tout-le-Monde que vous croiseriez dans la rue. N'eût été son travail et son lieu de service. Parce que oui, Madeleine est infirmière. Un métier loin, mais alors très loin, d'être de tourpeau.
Nous sommes à l'hôpital de district de Lok-Baba, dans le 3e arrondissement. Une formation sanitaire en plein essor. Madeleine pointe déjà son arrivée. Son service, l'accueil des urgences. En d'autres termes, Madeleine et ses collègues sont les premières personnes sur lesquelles vous tomberez à votre arrivée. Une fois dans son bureau, elle troque ses vêtements du quotidien pour ceux de super infirmière. Et la journée peut enfin commencer. Naturellement, il faut faire le tour du propriétaire pour s'enquérir de la situation. Une fois dans la salle d'internement de l'accueil, Madeleine tombe sur une patiente arrivée 1 heure plus tôt. Elle souffre de douleurs aiguës à l'estomac. Madeleine et Chantal, sa collègue, tentent de la rassurer. Aujourd'hui semble être une journée plutôt calme dans le service de Madeleine. Une vraie première. La première des choses, c'est de rassurer le malade quand il vient à l'hôpital. À 50%, le malade est déjà guéri. Donc je l'ai rassuré et je pense qu'elle a confiance, elle sait qu'elle va guérir. Il faut l'avouer, ce n'est pas toujours le cas. Oh, il est vrai, c'est pas assez facile, mais nous sommes déjà habitués parce que c'est notre métier, on a choisi. La situation peut très souvent s'avérer tendue entre l'infirmière et les proches du patient. Il faut faire preuve de tact et de diplomatie. Ouais, c'est tout le temps. Parce que généralement, quand vous amenez un malade en urgence, vous êtes déjà, il y a la tension qui est levée, la peur est là. Et généralement, tel que nous connaissons déjà ces personnes, on les calme déjà. On les rassure, c'est déjà ça. Et il y en a qui, même au-delà de rassurer, qui continuent toujours. Même si le métier de Madeleine peut parfois être ingrat, elle ne semble pas prête pour autant à raccrocher. Vous prenez de la peine à faire test sur un malade, ainsi de suite. Après, c'est les mots, c'est ceci, c'est cela et autres. Quelque part au fond, vous vous dites que, mais quelles sont ces personnes-là? Vous tuez pour son malade. Bon, ben après, vous dites, c'est mon métier, je l'ai aimé, je le fais par amour. Car au final, il s'agit bien du serment d'Hippocrate et non du serment d'Hypocrite. Et l'un des facteurs qui constitue un frein à la prise en charge des maladies et aux ambitions du continent, c'est le difficile accès des populations aux médicaments en Afrique. Le continent produit en effet moins de 3% des médicaments consommés dans le monde. Conséquence, une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur, mais surtout des risques au plan sanitaire. Les spécialistes préconisent des actions d'urgence. J'irai sur pas, Donald Brice-Kamgan. Le gazon, c'est dans ces espaces que plus de 70% de la population en Afrique s'approvisionne en médicaments. 3 raisons. D'abord, le continent ne produit presque pas de médicaments, à peine 3% de l'industrie mondiale. Plus de 95% de ces produits sont donc importés. Le véritable problème, ce sont des fonds, des investissements. Lorsqu'une entreprise a une capacité de production qui ne peut pas satisfaire son marché, forcément, il y aura de la contrebande qui va s'y impliquer, il y aura des médicaments de mauvaise qualité qui vont se développer. Il faut d'autant plus investir dans la production des médicaments que ceux importés de l'extérieur sont en plus d'être perçus comme hors de portée par les couches modestes, s'avèrent parfois inadaptés aux populations locales. Lorsque nous voyons les efforts que d'autres continents, tels que l'Amérique, l'Europe, l'Asie, mettent en jeu pour pouvoir apporter des solutions thérapeutiques, l'Afrique ne doit pas être du reste. Nous pensons qu'il y a des solutions qui doivent sortir de l'Afrique, des problèmes non résolus jusqu'à présent. Un des freins au développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique, c'est le coût souvent très élevé des équipements, mais également les compétences multidisciplinaires que demande le secteur. Ingénieurs, médecins, biochimistes, des ressources humaines à prendre en charge dans les investissements. Des enjeux évoqués alors que des investisseurs nationaux projettent d'implanter une usine pharmaceutique dans la zone de Kribi, dans la région du Sud,
Capacité 10 milliards de comprimés l'année, 2500 emplois envisagés. Début de mise en œuvre du projet d'ici la fin d'année 2023. Dans l'actualité également ce vendredi, que se passe-t-il réellement à la chefferie de Sonlen à Diban, dans l'Union Ekele? Le chef de 3e degré a été destitué par une décision préfectorale. S'opposant farouchement à cette mesure, Sa Majesté Michel Macon s'est vu à nouveau porté à la tête de cette chefferie suite à une mobilisation des notables et populations. Explication avec Joël Essenga et Guizot. Sonlen, village de l'arrondissement de Diban, dans le département d'Union Ekele, région du centre, revient de loin, tant les disputes autour de sa chefferie de 3e degré avaient cristallisé les passions. C'est en quelque sorte un arrêté du préfet, destituant le chef pourtant désigné en 2006, qui a mis le feu aux poudres. Face à l'opposition des populations et des notables, il a fallu retourner aux consultations, y compris l'administration, s'y prétend finalement de bon cœur. Il se dit dans les commentaires que le chef qui a été finalement désigné est un chef qui a été destitué et partant ne pouvait plus faire acte de candidature. Je pense, ma foi, que c'est une méthodologie quand même erronée. Du moment où il n'est plus chef et que la notabilité estime que la confiance peut lui être renouvelée, c'est ce qui a été fait. Au bout de 8 heures de travaux, ponctués par une élection, le chef destitué a retrouvé son trône par 10 voix contre 5 pour son concurrent. Ma réaction était une surprise. Mais comme c'est l'État, c'est un supérieur qui te parle et qui te destitue, tu acceptes. Et tu acceptes, mais avec un souci que la même population qui m'a élu me reconduit. Maintenant, j'ai double casquette. J'ai 2 arrêtés. L'arrêté de 2007 et de 2023. Pourtant, les tensions étaient encore au rendez-vous avec une tentative d'inverser les résultats de cette désignation. Loin désormais des différends d'hier, l'appel est lancé pour que Sonlen reste dans l'unité. Je voudrais dire aux populations de Sonlen de rester sereines et de se retourner définitivement vers l'avenir pour aller de plus belle avec le chef qui a été désigné. Je vais refaire l'unité de mon village. Les ennemis d'hier peuvent être les amis d'aujourd'hui. Je remercie même la population parce que c'est toujours du chaud. Hein. Et c'est bien de se frotter et de se remettre. Les héros de cette histoire sont sans doute les populations de Sonlen. Un public reportage dans ce journal à l'occasion de son 60e anniversaire. Simencam offre un week-end de rêve à ses clients distributeurs dans la cité balnéaire. Un moment de célébration sportive et de festive dans un cadre convivial. Reportage. Pour son 60e anniversaire, Simencam a décidé de mettre les petits plats dans les grands afin d'offrir à ses clients distributeurs un week-end de rêve dans la cité balnéaire de Kribi. L'occasion était trouvée pour remercier ceux grâce à qui elle garde depuis 60 ans le leadership du marché du ciment au Cameroun. Le week-end de célébration des awards regroupait les distributeurs partis de toutes les régions du Cameroun. Tout a débuté le vendredi par l'embarquement des équipes des différentes usines Simencam. Arrivés dans la ville de Kribi, un dîner karaoké autour de la piscine leur a été offert. Cette soirée récréative a permis de déceler le talent caché, artistique, de certains distributeurs Simencam. La journée de samedi a débuté par la marche sportive dans les artères de la ville de Kribi. Celle-ci a drainé du beau monde, autorités, distributeurs, revendeurs et clients Simencam, puis un match de gala entre distributeurs et commerciaux pour se refaire les formes sur une partie de football. Le gala clou de la journée a donné à voir et à revoir entre glamour, paillettes et récompenses. Tout y était. La soirée des awards était le lieu de primer les distributeurs qui se sont démarqués au cours de l'année 2022 par leur volume. Nous sommes contents d'être avec Simencam et nous demandons, nous exhortons ceux qui veulent faire dans la vente du ciment. Venez, nous sommes prêts, nous avons des équipes. Simencam a des équipes.
pour pouvoir vous accompagner. Cette année, nous célébrons les 60 ans de Simencam en qualité de leader du marché du ciment. Il était de bon ton pour nous de mettre les petits plats dans les grands pour les célébrer encore plus. Parce que si nous sommes là, c'est grâce à eux. Nous allons continuer à célébrer tous nos clients, tous nos consommateurs à travers de nombreuses activités que nous allons mettre sur pied. Il y a cet objectif de créer un tissu de petites et moyennes entreprises autour de nos opérations. Et nous n'avons pas l'intention de faire autrement aujourd'hui que de travailler avec un réseau de distributeurs qu'on appelle encore des grossistes. On a régulièrement été flattés d'aller à gauche, à droite. On a même parfois tenté. On s'est rendu compte que le meilleur est à Simencam. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à des partenaires solides qui nous accompagnent souvent depuis de nombreuses années. Le partenaire qui est là depuis le plus longtemps est là depuis 23 ans et c'est pas pour rien. La cérémonie qui s'est tenue pendant 2 jours avait pour objectif de remercier les distributeurs pour leur fidélité et apport dans le leadership de Simencam sur le marché du ciment durant ces 60 années. Simencam, les constructions qui traversent le temps. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à tous et à toutes. Dans un instant, le